Bonjour à vous. Connaissez-vous Amityville, un film qui raconte l'histoire d'une famille qui vient s'installer dans une maison qui est malheureusement construite sur un cimetière indien, qui s'ensuit de nombreux événements inexpliqués et paranormaux? Eh bien, l'histoire que je vais vous raconter a de nombreux points similaires avec ce film. Je vous souhaite donc, mes amis en quête de mystère, la bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et Mystères. Et sans plus attendre, on pose l'ambiance. Donc, notre histoire commence au Texas, à Houston. Il y a un quartier avec plein de belles maisons haut de gamme et des pelouses bien entretenues. Au début des années 1980, c'est donc une histoire assez récente, Sam et Judith Haney s'installent dans ce quartier. Sam décrit la maison qu'il vient d'acheter comme la maison de ses rêves, celle qu'il cherchait depuis très longtemps, et donc il compte bien y rester. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, car il y a un secret morbide concernant la maison si parfaite des Haney, qui va transformer leur vie en un véritable cauchemar sans fin. Tout commence quand un vieil homme se présente à leur porte avec un message inquiétant. Ce vieil homme dit aux Haney qu'il avait remarqué qu'ils voulaient construire une piscine dans leur jardin, mais qu'ils avaient besoin de savoir quelque chose sur leur arrière-cour. Sam, un peu troublé, le suit dans cette dernière, et là, le vieil homme pointe le sol et dit qu'ici, il se trouve des tombes. Sam ne savait pas vraiment comment réagir sur le moment, et il pensait plus que l'homme était en train de plaisanter. Il trouvait d'ailleurs étrange que quelqu'un veuille plaisanter de ceci. En utilisant un petit bulldozer, Sam décide de voir si les allégations alarmantes du vieil homme sont vraies. Et il ne tarde pas de frapper sur quelque chose. À ce moment-là, il décide de finir de creuser à la main. Il y découvre des panneaux en bois, et en les soulevant, des restes humains. Bien évidemment, Sam appelle le shérif et l'expert en morts violents du comté pour qu'ils procèdent à une exhumation officielle. La plupart des os se sont transformés en poudre, mais 25 fragments sont retrouvés. Certains sont si fragiles qu'ils se désagrègent au toucher. Un deuxième cercueil est retrouvé juste à côté du premier, celui-ci est intact. À l'intérieur, 2 anneaux de mariage sont retrouvés sur l'index du squelette. Alors bien évidemment, les Haney sont mortifiés par ce qu'ils viennent de découvrir. Ils m'ont remis les anneaux, et il était dégoûtant de penser que j'avais profané la tombe de quelqu'un. Leur rêve, qui avait pourtant si bien commencé, prend une tournure assez morbide. En voulant désespérément faire le bon choix, les Haney décident de découvrir à qui appartiennent ces tombes, et leur recherche les mène vers un résident de longue date, nommé Jasper Norton. Norton les informe qu'il a effectivement creusé ces tombes, ainsi que de nombreux autres, et que leur maison et une douzaine d'autres se situent sur un ancien cimetière afro-américain nommé Black Hope. Les défunts étaient principalement des anciens esclaves et le dernier enterrement a eu lieu en 1939, à savoir qu'environ 60 personnes ont été enterrées dans ces tombes. Les 2 personnes enterrées dans la cour des Haney sont Charlie et Betty Thomas. Ils sont morts au cours des années 1930, mais leur tombe a fini par être oubliée. C'est à ce moment-là que Sam et Judith prennent une décision assez extraordinaire. En effet, ils décident de réenterrer Thomas et Betty et de prier pour que leur âme repose en paix. Mais selon Judith, la paix n'était pas prévue. Il y avait une horloge dans ma chambre, et une nuit, elle a commencé à étinceler et à émettre une sorte de lumière bleue. Lorsque Judith vérifie l'horloge, elle était débranchée. Et ce n'était que le début du calvaire des Haney. Par exemple, lors d'une matinée, elle va pour prendre ses chaussures rouges dans son placard. Mais impossible de les trouver. Sam soutient l'histoire de sa femme et commence à chercher dans tous les placards où elle aurait pu mettre ses chaussures. Mais elle reste introuvable, et c'est en se promenant non loin de son arrière-cour que Sam voit quelque chose d'étrange. Et vous pouvez vous en douter, ce qu'il trouve sont les chaussures rouges de sa femme posées sur une des tombes. Elles étaient là comme si quelqu'un les avait pris, portées, puis ensuite déposées sur la sépulture. Puis Sam prend conscience de quelque chose, assez troublante d'ailleurs, puisqu'il s'aperçoit que c'est l'anniversaire de Betty Thomas, l'une des défuntes enterrées dans son arrière-cour. J'ai l'impression que Charlie donnait à Betty un cadeau d'anniversaire. Judith, qui pensait devenir folle, sent que ce n'est pas que son esprit, qu'il se passe quelque chose, et que c'est peut-être lié aux sépultures qu'ils avaient profanées. De plus, les Haney ne sont pas seuls. Une douzaine de leurs voisins signalent des apparitions étranges, des robinets et des téléviseurs qui s'allument sans aucune raison. Pire encore, ces apparitions deviennent malveillantes. Comme les Haney, Ben et Jean Williams pensaient avoir trouvé leur petit coin de paradis, dans le même quartier. Mais Jean témoigne qu'elle ne se sentait pas en paix dans cette maison, que depuis qu'ils avaient déménagé, tout avait changé. Par exemple, quand elle essayait de faire pousser de nouvelles plantes, elle ne vivait tout simplement pas, même en essayant avec des engrais ou des produits de ce genre. Jean a toujours eu ce sentiment de pressentiment, que quelque chose n'allait pas, ou que quelque chose allait se passer. Depuis quelque temps, les Williams constatent que leur maison idéale est envahie d'une présence menaçante, que des ombres glissent sur les murs aléatoirement, que des chuchotements se font entendre, et qu'une odeur putride est présente. À l'époque, la petite fille des Williams, Carly, vivait avec eux, et elle dit que pendant l'été flamboyant, elle trébuchait parfois sur des petites poches d'air glacé qui refroidissaient ses os. L'atmosphère est pesante dans la maison de Jean et Ben,
comme s'ils n'étaient pas seuls, que quelqu'un les regardait. Rien que de rester seul à la maison terrifiait leur petite fille Carly. Les toilettes se déclenchaient toutes seules, et au fur et à mesure que l'eau s'écoulait, elle pouvait entendre de petites conversations, des gens qui murmuraient à eux-mêmes. C'était une présence, ou un esprit, ou quelque chose qui voulait être entendu, qui voulait que je sache que c'était là. Gene Williams est persuadé que tous ces événements sont liés au fait qu'il se trouve sur un cimetière. Ben et Gene ont débattu sur ce qu'ils devaient faire. Le problème était qu'ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir déménager. Ils ont donc décidé de combattre cette présence. Et Ben n'a pas tardé à avoir sa chance, puisqu'un jour, en rentrant du travail, il ouvre le réfrigérateur et voit 2 visages fantomatiques. Ces derniers commencent à reculer pour se diriger dans le hall, en direction de sa femme, et la seule chose à laquelle il peut penser à ce moment, c'est qu'ils ne toucheront pas à sa bien-aimée. Au fur et à mesure de sa poursuite, une sensation froide et gluante l'envahit, jusqu'à ce que les visages disparaissent dans le vent. Plus bas dans la rue, pour les Haney, la vie est devenue un véritable enfer. Judith a même peur de faire ses tâches quotidiennes. Ils décident donc d'attaquer les constructeurs en justice, pour avoir construit leur bout de paradis au-dessus de l'enfer. Mais comme vous pouvez vous en douter, ils perdent le procès, car il est reconnu que légalement, le constructeur n'est pas responsable. Les Haney avaient donc tout perdu, car évidemment un procès cela coûte cher, et donc ils se retrouvent sans argent, dans une maison hantée. Les Williams aussi ont décidé d'explorer les possibilités juridiques, mais sans preuve concrète qu'il s'agisse bien d'un cimetière qui se trouve sur leur propriété, ils ne peuvent rien faire. C'est à ce moment-là que Jean prend une décision qu'elle regrettera à jamais. Elle décide que s'ils veulent voir des corps, elle va leur en donner. Elle décide donc de creuser tous les jours un peu plus pour essayer de découvrir l'un d'eux. Mais peu de temps après avoir commencé à creuser, elle tombe malade. Leur fille, Tina, décide de prendre le relais. Mais après avoir creusé durant une demi-heure, Tina tombe également malade. Carly était là ce jour-là, et son témoignage fait froid dans le dos. Elle dit que Tina avait des vertiges, ne se sentait pas bien, et que lorsqu'elle s'est allongée sur le canapé en attendant les ambulanciers, elle avait un air complètement effrayé. En attendant l'arrivée des secours, Jean essaye de garder sa fille consciente, mais les yeux de Tina n'arrêtent pas de changer, tandis que sa mère la supplie de ne pas mourir et fait tout son possible pour la garder en vie. Jusqu'au moment où Tina ne pouvait plus répondre, elle venait de subir une crise cardiaque. 2 jours plus tard, Tina est décédée. Sa mère Jean est abattue, mais elle pense connaître la raison de la perte de sa fille. Elle a profané une tombe, et elle en paye le prix. Ça en était trop, il ne pouvait plus se battre, il décide donc de s'enfuir pour aller dans le Montana, pour plus tard réemménager non loin du Texas. Aujourd'hui, malgré la perte de leur fille, ils vivent heureux. Ils ne sont plus effrayés par de mystérieux bruits, d'apparitions étranges ou de crises cardiaques foudroyantes. Dans leur ancien voisinage, aucune apparition étrange n'a été répertoriée depuis. Mais personne n'a su expliquer ce qui est arrivé aux Williams et aux Haney. Quand c'est une seule personne qui voit ou entend des choses, on peut penser qu'elle est folle. Mais quand c'est tout un quartier, la question est plus épineuse. Il semblerait que les morts, après avoir vu leur tombe profanée, ont réclamé vengeance. Et après le fait accompli, ils ont pu reposer en paix. Peut-être que la crise cardiaque de Tina n'était qu'une coïncidence, mais le mystère reste entier. De plus, il ne sera sans doute jamais élucidé. Cela sonne la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur cette histoire et de me dire ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, mettez un like à la vidéo et partagez mon travail sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis bye pour un prochain mystère.